J'interviens en tant que directeur d'EcoPolice, qui est un pôle de ressources sur les questions de bâtiments et d'aménagement durable en Ile-de-France. Et je vais essayer de faire l'animation de ce petit temps en tant qu'administrateur de construction interne. Donc je vais laisser la parole à Véronique Pape, qui est la directrice de construction interne, qui va nous présenter un petit peu l'association. Merci Laurent. Merci à tous. J'espère que d'autres nous rejoindront pour cette dernière conférence de l'après-midi. Donc on est heureux aujourd'hui d'accueillir l'école des Boutours et merci Laurent à nos nombreux adhérents et administrateurs d'animer cette conférence. On est très content de montrer des projets réels et les équipes qui sont derrière, parce que sur la construction 21, notre rôle c'est un média social spécialisé sur les sujets du bâtiment et de la vie durable. Notre rôle c'est de faciliter le partage des bonnes pratiques entre professionnels. On est présent en France et à l'international, essentiellement en Europe, en Afrique du Nord et en Chine. Et sur notre plateforme se retrouve toute la filière. Chacun peut à la fois s'informer, mais les plus avancés d'entre vous peuvent aussi contribuer, publier des articles, des études de cas, des événements quand ils organisent des conférences. Et puis, en publiant des études de cas, vous pouvez participer au Green Solutions Awards, qui est le concours qu'on organise tous les ans, qui vient de redémarrer récemment pour 2019, et donc qui consiste à mettre en compétition des bâtiments, des quartiers ou des infrastructures livrées, donc qui sont vraiment des projets réels, en exploitation. Des jurys d'experts les examinent, choisissent les meilleurs. On a également un jury d'étudiants qui choisit les meilleurs. On a également un vote en ligne, donc on a beaucoup de filtres qui permettent de sélectionner les meilleurs. Et donc vous avez devant vous les promoteurs d'un projet qui a gagné le prix l'année dernière. Voilà. Donc, sachez simplement que le concours existe depuis 2013. Vous avez jusqu'au 10 juin pour publier des études de cas pour l'édition 2019. J'espère que vous avez un autre projet à nous proposer d'ailleurs. Suspense. Et donc tout ça pour vous dire qu'autour de ces concours, on met en place toute une batterie de communication, à la fois par les outils web qu'on connaît bien, c'est notre métier, donc les plateformes Construction 21 et puis les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Le fait qu'on offre une vidéo aux gagnants internationaux, le fait que le concours se décline d'abord dans chaque pays, puis ensuite au niveau international, et surtout que pour les gagnants internationaux, il y a une très très belle visibilité supplémentaire puisque les prix sont remis à l'occasion de la COP. Voilà. Quelques chiffres sur les candidats de l'année dernière, et puis un chiffre peut-être à retenir sur la visibilité. L'édition de l'année dernière a généré au global sur le plan international plus de 4 millions de vues, donc c'est devenu vraiment quelque chose de très très significatif en termes d'impact. Et ça aide les entreprises et les maîtres d'ouvrage de ces bâtiments à faire connaître leurs pratiques et j'espère pour les entreprises à développer leur business. Voilà. J'ai déjà fait le cours. Laurent, je te repasse le micro. Merci pour la présentation accélérée. Alors, on est très heureux d'avoir donc l'équipe de la ville de Rosny-sous-Bois qui va nous parler d'un de leurs projets qui est en exploitation, donc un projet livré. C'est une école, l'école des Boutours, et qui est un peu une des premières pierres à un véritable projet de collectivité, en fait, sur cette question du bâtiment. En tout cas, premier pas dans toute une stratégie de réflexion sur les questions de matériaux, de faible impact et même de régénération. Mais ça, ils vont nous en parler de vive voix. Je vous laisse vous présenter l'un l'autre et votre rôle respectif au sein de la collectivité. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Pierre Ripanti, je suis pro études fluides thermiques au sein de la mairie de Rosny-sous-Bois. Charlotte Picard, architecte avec mes collègues. Yannick Robert, ingénieur structure, bois, paille, peut-être bientôt terre aussi. Voilà, et pour que vous compreniez bien un petit peu le contexte, la ville de Rosny-sous-Bois est à la fois la maîtrise d'ouvrage, mais aussi la maîtrise d'œuvre de cette opération et finalement de pas mal de ces opérations. La maîtrise d'œuvre est intégrée au service de la collectivité, donc les architectes et les ingénieurs sont des agents de la collectivité. Voilà. Charlotte,
Je te laisse présenter les cas. Pour le coup, ça poursuit ce que vient de dire Laurent. On voit qu'on est tous ensemble dans un grand bureau à la mairie de Rosny-sous-Bois. Le service existe depuis une dizaine d'années. Nous, ça fait un petit peu moins longtemps qu'on est là. Ce qui est effectivement différent, c'est d'avoir toute la compétence de maîtrise d'œuvre en interne, ce qui nous permet d'aller très loin dans les choix qu'on fait sur les projets qu'on nous demande. Pour résumer le contexte, la ville de Rosny-sous-Bois est en grande évolution démographique. On accueille de nouveaux habitants, on accueille donc de nouveaux enfants. Et pour ce faire, la ville donc a l'obligation d'accueillir les enfants à l'école. Et nous sommes là pour construire ces bâtiments pour accueillir les enfants. C'est pour ça que nos projets sont uniquement des écoles et des centres de loisirs. Notre objectif, après, on va dire, interne, entre guillemets, c'est d'arriver à construire en impactant le moins possible notre environnement. Donc si on s'écoutait vraiment, on ne construirait pas. On planterait une forêt et on accueillerait les enfants dans des jardins et on ferait l'école là. Bon, on a eu un peu de mal à avancer cette idée pour l'instant avec nos collègues de la ville. Donc on fait finalement quand même quelques bâtiments. Par contre, on va faire des bâtiments assez spécifiques. Parce que quand on s'est donné pour objectif d'avoir le moins d'impact possible, ça se traduit tout de suite dans nos choix de construction, dans nos choix de matériaux, dans le choix des entreprises avec lesquelles on travaille, avec les bureaux de contrôle avec lesquels on travaille, et dans le choix de nouer le plus de liens possible avec les habitants de la ville, nos collègues de la mairie, et plus globalement de partager avec tous le résultat de nos efforts. Comme il ne reste pas beaucoup de temps et que Gianpiero doit partir rapidement, on va peut-être bousculer un petit peu notre présentation. Donc oui, ça résume ce que je disais à l'instant. C'est pas un scoop, mais voilà, il faut agir maintenant. Hein, on réfléchissait bien, mais nous on agit tout de suite. Donc je vous propose d'aller directement à la partie qui concerne Gianpiero. Donc la répartition des rôles est assez simple. Architecte, je n'étais pas sur cette opération-là, mais j'ai suivi un petit peu le chantier et donc je suis là pour témoigner sur ce point de vue-là. Par contre, Yannick a participé à la partie structurelle suivi de chantier et Gianpiero a repris ses études-là pour les améliorer sur un projet. Donc il connaît forcément ce qui s'est passé là pour faire la suite. Et donc oui, pardon, je vais parler en premier parce que je vais partir en premier. Et donc, l'école de Rosny-sous-Bois, en gros, on va voir toute l'optimisation comme on voit bien, on a sur le passif, donc on comprend bien qu'est-ce que c'est l'optimisation de l'enveloppe et comment on faut limiter les déperditions. Ça, on va le voir après. Après, il y a toute la question de comment on optimise les systèmes aussi. Et donc, ce que j'ai raconté avant, c'est qu'une école qui a été faite précédemment à la mairie de Rosny-sous-Bois, on a eu un problème sur une CTA. Parce qu'une carte mère d'une CTA, donc CTA c'est des centrales de ventilation, a cramé une carte mère de la centrale et on a mis 6 mois pour la changer parce qu'on n'arrivait pas à la retrouver. Et de cette anecdote-là, c'est parti l'idée de chercher et faire une ventilation double flux, mais sans moteur. Parce qu'au-delà que les moteurs ils sont très énergivores, ils nous font quand même être dépendants de certaines technologies qu'ils maîtrisent moyennement. Et donc on a essayé de mettre en place et on a réussi une double flux à récupération des chaleurs naturelles. Donc on n'a plus de moteur, on n'a pas le même rapport à la consommation d'énergie, donc la récupération est plutôt de 50% quand l'ILAN et d'autres exposants ils arrivent à 90%, voire plus. Et par contre on a zéro consommation de moteur électrique. Et donc ça, on peut voir rapidement. On va voir comment ça marche en particulier. Donc dans ce système-là, on voit bien les échangeurs qui c'est des gros volumes qui sont placés au milieu de la partie haute. La géométrie du toit, donc c'est un bâtiment réhabilité, donc le toit était déjà existant. Et donc on est venu à caser des tours de ventilation pour faire un tirage thermique et on a cassé des échangeurs pour faire un échange d'air naturel. L'écoulement, ça marche naturellement. La réalisation, on voit bien la taille de l'échangeur qui fait à peu près 1 mètre x 1 mètre x 60, je crois, tout comme ça. C'est un gros parce qu'il y a différents débits et en fonction du débit, on met des échangeurs plus ou moins grands. Là, ce qu'on appelle la tour avant, d'accord, on
on la voit bien sur le toit qui émerge de la géométrie existante. Et on voit ici les prises d'air qui sont, hop, ici et le soufflage de l'autre côté au l'envers, je ne me rappelle plus. Mais en gros, c'est les prises d'air qui font qu'on puisse ventiler naturellement. Sur ce bâtiment-là, comme on disait, on fait plusieurs bâtiments. Donc là, c'est le premier d'une liste sur la ventilation double flux. Et on a opté pour cette solution. C'est le premier qu'on a réalisé et il marche. Et aujourd'hui, on est en train de faire d'autres bâtiments et ça nous sert justement pour améliorer la technologie. Sachant qu'un des problèmes de ce bâtiment-là, c'est que les échangeurs ils sont de la circulation. Et du fait qu'ils sont de la circulation, on a dû faire du coupe-feu partout. Et donc, on a une accessibilité moindre dans ces volumes-là. Et du coup, donc, pour ceux qui sont intéressés à un peu de calcul, en gros, l'avantage des solutions pareilles, c'est qu'on consomme plus de chauffage. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec la ventilation naturelle, on a plus de déperdition et plus de consommation. Comme on connaît l'énergie finale, c'est les besoins. En gros, l'énergie finale, c'est l'énergie qu'on consomme, celle qu'on paye. Un bâtiment qui est en double flux naturel par rapport à un bâtiment qui est en double flux mécanique, elle consomme un tout petit peu plus. Donc on est à peu près à 20% plus en énergie finale. Mais du fait que l'électricité, du fait qu'elle n'est pas produite grâce à des solutions magiques, mais avec des pierres magiques qui viennent très loin, on a un rapport de conversion d'énergie finale en énergie primaire qui est à peu près 2,5. Et ça fait qu'en énergie primaire, on est à peu près au même niveau. Sachant qu'on a pris un coefficient de l'OSPP, qui est le coefficient d'efficacité de ventilation, qui est assez beau dans la solution ventilation mécanique, qui fait que si on dégrade un peu ces coefficients, on passe en tout petit peu meilleur. Sachant que les deux choses, c'est beau. Et tout ça, ça s'est fait à Paris. Et Paris, c'est un endroit où il ne fait pas forcément très très chaud. Et la solution qui est en rapportant la solution plus au sud de la Loire, ça fait basculer la balance vers cette solution-là qui peut être très pertinente. Par rapport à la question du chauffage, on a une année entière des chauffes. On a une solution en double chaudière bois de chez Ocofen, des pellets en cascade. Non, même pas en cascade. Par contre, on a dans la salle centrale, on a un poêle des masses. Il y a un poêle des masses qui est alimenté à bois bûche et qui permet de chauffer un espace et donner une certaine résilience à une partie des pièces. S'il n'y a plus demain, s'il n'y a plus des pellets livrés à Rony-sous-Bois et qu'on va couper 2-3 arbres, on sera chauffé pendant 1 ou 2 jours. Et même si on n'a plus d'électricité, la chaudière marche, le poêle des masses il va toujours marcher. Parce qu'il n'y a aucune régulation et on met juste le bois dedans. Et ce qu'on voit là, de cette première année de chauffe, c'est qu'en gros, on avait fait des simulations. La première année de chauffe, ça a été assez compliqué parce qu'on a une régulation par son des CO2. À la base, on voulait faire une régulation manuelle, mais la rapidité du chantier et la date de la livraison ont fait qu'on ne pouvait pas. On n'a pas réussi à trouver le bon produit pour faire de la régulation manuelle des registres de la ventilation. Donc on a mis des sondes de CO2 qui règlent des registres de type TROPS et donc on a eu pas mal de problèmes de régulation la première année pour arriver à quelque chose qui marche. Et donc pendant des journées, il y a eu les registres totalement ouverts la nuit et donc le matin on arrivait à l'école, ça faisait très froid et d'autres jours la température était à 37 parce qu'il a juste été terminé, par contre le chauffage il allait à bloc. Et donc la première année ça a été assez déséquilibré. Et néanmoins, on a les valeurs de consommation, ça correspond à peu près, et c'est assez étonnant, à ce qu'on avait prévu. Donc ça nous arrive pas tout le temps, mais cette fois ça nous est arrivé. Qu'est-ce que j'ai d'autre chose à dire? Oui, du fait que je vous ai dit, la régulation, ça se fait pas par les personnes, mais par des sondes des CO2. Donc on n'a pas la main dessus. C'était pas notre souhait au début, mais c'est devenu une contrainte et on s'y est fait. Et par contre, on ne peut pas monitorer les vitesses de ventilation et les débits parce que c'est très difficile à mesurer, parce que c'est très basse vitesse. Par contre, on fait le monitoring sur le CO2 des classes et on est plutôt dans des conditions plutôt correctes. Peut-être qu'on a un peu trop de ventilation, mais n'empêche que ça fait que le CO2 dans les classes il est très correct.
des valeurs de 1200, 1400, c'est pas mal. Et la dernière chose que je crois que c'est la dernière, c'est en gros, du fait qu'on fait de la ventilation naturelle, on a des gaines qui sont beaucoup plus grandes par rapport à la ventilation mécanique, parce que les vitesses ils sont beaucoup plus faibles, les débits c'est les mêmes, et donc forcément on a besoin de surfaces plus grandes pour faire passer l'air plus doucement. Sauf qu'on ne les fabrique pas en acier, parce qu'on n'a pas forcément besoin de les faire en acier. On s'est rendu compte que du fait qu'on a des faibles vitesses, la perméabilité des gaines n'est pas un enjeu primaire. Et donc, on les réalise en plâtre ou en pharmacène. Et on a fait un comparatif en énergie grise pour voir, en gros, si on utilisait de l'acier, des petites sections, ou une section à peu près 10 fois plus petite, ou du plâtre en grande section, on est à peu près sur les mêmes valeurs en fonction de quel type d'FDS on prend en compte. Parce qu'il y a des FDS différents pour les aciers. Et donc, en gros, si on prend du plâtre, on est 200% plus performant avec des gaines très grandes. Si on prend du pharmacène, en fonction de la fiche technique des produits métalliques, on est un peu pire ou beaucoup mieux. Donc, en gros, voilà, on fait des petits calculs. Après, il y a la limite des calculs, c'est que les sources, ils ont des limites aussi. Et merci, désolé si j'étais un peu vite. Mais, notre objectif c'est de dégrader le moins possible l'environnement construit nos écoles. Forcément, le choix des matériaux va être très important. Et des matériaux qui ont peu d'impact sur l'environnement, voire on peut espérer qu'ils sont même bénéfiques, et d'autres qui sont une catastrophe, qui rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui poussent à exploiter des carrières de sable qui sont disparates, etc. Donc, en fait, à la mairie, on aime beaucoup la paille. Alors, c'est pour des raisons tout à fait objectives, dans le sens ça se renouvelle en un an la paille. Donc c'est pas mal, ça veut dire que vous utilisez quelques champs pour construire votre école en paille et l'année prochaine vous pouvez en faire une autre. C'est bien. C'est performant en termes d'isolation. En plus, c'est pratiquement un déchet parce qu'on fait pas de la paille pour faire de la paille, on fait de la paille parce qu'on aime bien manger du pain et qu'on a besoin de blé pour faire le pain. Et donc, c'est disponible assez facilement en France et c'est durable dans le sens où on peut très bien imaginer un cycle biologique, économique, etc., avec peu d'impact. Après ça, la paille, ça peut être structurel aussi, donc ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Mais il y a des fois, quand même, il faut l'avouer, on a besoin de matériaux un peu plus résistants que la paille. Et dans ce cas-là, on utilise du bois. Donc le bois, c'est un super matériau. Avant, on faisait des avions et tout avec. Donc on peut bien faire des écoles. Mais par contre, il faut plusieurs dizaines d'années pour reconstruire, pour régénérer. Donc ça c'est l'école des Boutours 2. Donc l'école a été faite en deux phases. Ça c'est les Boutours 1 qui a été faite en 2014 et Boutours 2 qu'on a fini en 2017. Donc là on parle des Boutours 2. Il faut voir une chose, c'est que pour nous, ces constructions d'école, c'est un espèce de cheminement en fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un seul coup, donc on en choisit un à chaque fois. Et donc pour les Boutours, on s'est intéressé à la paille porteuse, qui était une première pour nous. On a fait une toiture en tavaillon, forcément la ventilation dont vient de parler Jean-Pierrot. Et aussi on a des parties qui sont en bois. Alors, au niveau du bois, alors la première chose, si vous avez envie de prendre soin de l'environnement, la première chose c'est de ne pas jeter les choses. On construit une école sur ce qui est un emplacement mis en scène de la halle de marché.
90% des maîtres d'œuvre évidemment ils sont habilités par vous raser et puis vous reconstruisez par-dessus, parce que c'est à réutiliser, c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. On s'est dit, bah non, quand même. C'était une halle de marché qui avait été construite 15 ans avant à peu près. C'est quand même dommage d'avoir une belle charpente, d'avoir des poteaux béton, pas des gros fans, mais qui étaient là. Et donc on a réutilisé la charpente. Voilà, l'architecte elle a dit, c'est bon, elle avait la forme de son bâtiment qui était fait. On a été obligé de mettre des extensions. Donc ça c'est les charpentes qui ont 15 ans et on est obligé de renforcer un petit peu parce qu'on a mis des choses plus lourdes dessus. Toiture en bois, donc là on a des pare-soleil, mais voilà, c'est du bois. Et du bardage en bois et du tamaillon en bois. Bon, le bois c'est bien le bois, mais quand même, la paille, vous imaginez un peu, vous pouvez faire pousser quelque chose tous les ans vous avez quoi faire des nouveaux bâtiments, c'est bien. Donc on a fait la première, pour nous, la première école en paille porteuse. Alors, il faut savoir être prudent, donc on a juste fait le dortoir des maternelles. Donc c'est un étage, au-dessus on a... Ah si c'est bon, c'est grave. Ouais, je pense que je sais pas s'il y aura quelqu'un pour m'amener des oranges. Donc on est juste un niveau. Voilà, donc forcément quand vous commencez à faire des choses comme ça qui sont pas... si vous commencez à faire des choses comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, forcément vous n'avez pas un code de construction à lire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la conception par l'essai. Donc ça c'est le mur d'essai qu'on a fait. Donc on a dans le milieu là on a un mur en paille. De chaque côté on a 2 bacs à sable, mais ils sont un peu grands quoi. J'ai oublié combien on avait mis exactement, mais en gros on comptait les sauts de sable et puis après on voyait le mur descendre et puis on comptait de combien ça se tassait et ça nous donnait ce qu'on appelle le module de Young, c'est-à-dire le rapport entre la force et la compression du matériau. Donc ça c'est une chose, ça c'est un autre test qui lui est codifié dans les règles de construction paille. Donc, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a le réseau français de la construction paille qui a fait un très beau travail de normalisation de la paille en tant qu'isolant, en tant qu'élément structurel. Et dedans se pose la question de c'est bien d'utiliser des enduits, mais comment est-ce que je dis que mon enduit il est bon? Donc on a dit ils ont dit ok on va faire un petit échantillon, c'est une espèce de cercle dessous où on suspend une charge qu'on connaît, c'est pas dur, hein. Vous prenez de l'eau, vous mesurez le volume, et vous connaissez le poids. Et si ça tient, c'est bon. Et alors ça c'est ça peut paraître anodin, mais en fait c'est hyper important. C'est qu'on on va dire, il y a dans les années 50 encore, si vous habitez à la campagne, vous preniez les choses qui étaient autour de chez vous, et puis vous construisiez une grange, une maison avec, et c'était l'expérience l'œil du charpentier qui disait ce bois il m'a l'air pas trop mal, je pense que ça va marcher. Sauf qu'en 21e siècle, c'est plus vraiment acceptable. Donc ce qui se passe, c'est qu'on achète des produits chez les fournisseurs de matériaux qui nous mettent un tampon dessus. Et puis par exemple pour le bois, on va avoir marqué C24. L'ingénieur est content, 24 mégapascales, il sait faire tous les calculs, c'est bon. Mais c'est un peu... mais quand on fait ça, on se retrouve pris dans des systèmes commerciaux qui sont assez longs. Ça veut dire qu'on fait venir les matériaux de loin et enfin ça devient un peu compliqué. Donc on est un peu, on n'est pas contre, hein, mais des fois on est obligé de dire, faut réapprendre à savoir, à connaître les caractéristiques d'un matériau. Donc ça c'est l'exemple qui a été codifié. Donc là on a, au lieu de dire un code, on met un tampon dessus, il y a les règles de construction paille qui disent si vous faites ça et ça marche, c'est bon. Pour la paille, on l'a fait, et puis là, à droite, vous voyez un fil à plomb. Donc là, le fil à plomb, il sert à quoi? C'est
On a chargé la toiture végétalisée, on a mis la terre dessus, les murs se sont écrasés, puis on regardait combien ça s'écrasait. Il faut savoir que en fait, un mur en paille porteuse, il y a l'enduit qui joue un rôle. C'est quand vous enduisez le mur, ça bloque le tassement de la paille porteuse. On a tassé, on arrive au bon moment, on a enduit, on avait un mur qui était droit. Donc là, je vais passer beaucoup de bois, beaucoup de paille. Mais forcément, un autre élément qui est relativement facile à trouver, c'est la terre, c'est un petit peu partout. Donc là, les boutons, on a mis une cloison en terre qui était expérimentale. Et toujours pareil, on sait que c'est absolument extraordinaire. Vu qu'on sait qu'on va en construire derrière, on peut se dire bon d'accord, on va faire une chose, on n'est pas trop ambitieux, mais au moins on va apprendre en faisant. Et la fois d'après, on va améliorer le truc. Donc là, on a une cloison pas porteuse en brique d'adobe. Ici, là, on a de l'isolant en fibre de coton. Donc voilà, il n'y a pas que dans la nature, on peut aller trouver des matériaux vertueux, entre guillemets. On porte tous des pantalons. Il y a une entreprise en plus qui est une entreprise d'insertion qui réutilise les pantalons que vous mettez dans les bennes de recyclage partout. Ils défibrent ça et ils refont ça dans un isolant. Ça ressemble à de la laine de verre, sauf que ça pique pas, c'est beaucoup mieux. On espère qu'il n'y aura pas trop de questions ventilation. Merci. Ça va être compliqué. Je repasse les images de Gian Piero. Par rapport au Green Solutions Awards, il y avait quand même un point assez important. Je pense que un des prix était sur la santé, la qualité sanitaire du bâtiment. Quand on utilise des matériaux biosourcés, déjà ça va mieux. Quand on utilise de la paille, du bois, de la terre. Depuis très longtemps, la mairie travaille sur la qualité des peintures aussi. Et on travaille avec un peintre de Reims qui fait ses propres formulations. On l'a accompagné, on lui a dit vers quoi on voulait aller et il nous suit. Et donc on continue à travailler avec lui et à appliquer ses peintures qui sont à base d'huile de colza bio de sa région, entre autres. Toujours sur le thème de la santé, là on voit le fameux dortoir qui ne va pas s'écrouler, vu la... donc en plus de la qualité, avec le rôle hygrothermique que joue aussi la terre, l'ambiance dans ces salles est vraiment particulière. Que ce soit pendant le chantier, les ouvriers adoraient venir faire la sieste dans ce local-là, en paille et en terre, sur les rouleaux de métis qui n'étaient pas encore installés. Là, c'était vraiment le confort total. Et on sent une différence, quoi. Il fait toujours bon dans les dortoirs. Et au-delà de ça, on a aussi installé des rupteurs de champs électromagnétiques pour qu'il n'y ait pas non plus d'ondes nocives pour ces enfants très jeunes qui dorment là. Donc ça, c'est des points importants sur la qualité des espaces intérieurs. Un autre point aussi, là on est au-delà de la construction, c'est comment on améliore pas seulement le bâti, mais aussi l'environnement humain, social. Comment on fait participer le plus de personnes possible à nos projets, on échange avec eux, tout le monde se nourrit des expériences de tout le monde. Donc il y a eu pour l'école des Vautours un grand projet de mosaïque sur le thème des grands écosystèmes. Donc on fait réfléchir les enfants sur qu'est-ce qu'un écosystème, comment ça marche, les interactions entre nous tous et notre environnement. Ça s'est traduit en mosaïques qui ont été posées par les enfants en partie dans l'école. L'architecte du projet là, explique aussi aux enfants lors d'une visite les briques de terre crue, comment on les a fabriquées, parce qu'elles ont été fabriquées lors de stages participatifs sur Rosny-sous-Bois. On a fait des stages en 2016, en 2018, on va en refaire là en juin. Ça c'est ouvert à tous, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire et réapprendre ces techniques finalement qui existent depuis très longtemps aussi. On est aussi intergénérationnel. On fait travailler les enfants sur les mosaïques et on fait travailler les mamies tricoteuses du quartier pour nous faire des gilets, parce que le bâtiment, pour les années qui vont arriver, le bâtiment il ne va pas pouvoir résoudre tous les problèmes. Quand il va faire très très chaud, quand il va faire très très froid, on
on va pas tout faire régler par le bâtiment. C'est aussi nous qui réglons notre confort. Donc pour l'hiver, on a fait tricoter des gilets en laine de mouton du Massif central. À peine nettoyés, il y avait encore des brins de paille dans les pelotes. Les mamies n'étaient pas toujours ravies, elles trouvaient que ça piquait un peu, mais à la fin, ils nous ont quand même tricoté 50 gilets pour les enfants qui viendraient l'hiver, qui ne seraient pas assez couverts. Et puis pour l'été, ça ne se voit pas ici, pour l'été, on s'est dit aussi, quand c'est la canicule, ok, on ventile, on a nos tours avant, mais il y a un moment où c'est plus possible. On va dehors, on potabilise l'eau pluviale, l'eau qu'on a récupérée, l'eau de pluie, dans un grand bassin, et on l'utilise pour faire des jeux d'eau avec les enfants. Voilà, tout le monde en maillot de bain, on s'asperge, et c'est mieux que de rester en classe et d'essayer de travailler. On essaye de travailler aussi avec des entreprises qui font de la réinsertion, des entreprises qu'on emmène avec nous dans nos aventures, qu'on sensibilise, dont on fait monter les compétences, parce que quand on lance un marché pour construire des murs en paille porteuse, bizarrement à la base il n'y a personne qui répond, ou quasiment personne. Enfin, donc il faut déjà travailler en amont, trouver les entreprises qui sont sensibles, qui font déjà de l'éco-construction. Et puis on les emmène avec nous, on s'est formés ensemble par exemple pour avoir le certificat ProPaille. Ça c'est vraiment un point important, et sur les projets qui suivent, on est toujours dans cette même dynamique d'interaction. Et puis le dernier point, c'est le partage, c'est de venir dans des événements comme ceci pour expliquer ce qu'on fait, pour pas que ça reste simplement dans notre cadre de travail et dans notre commune, mais surtout d'échanger avec tout le monde, parce que il y a sûrement d'autres personnes ici qui ont d'autres idées, et inversement, on peut nourrir vos réflexions. On avait quelques plans si jamais il y avait des questions là-dessus, mais c'est pas nécessaire, donc on peut s'arrêter là, et si vous avez des questions, je vous écoute. Merci, merci Yannick. Est-ce qu'il y a des questions sur ce nouveau projet des Boutours ? Le mode de chauffage est résolu par quoi? Par l'eau chaude ou en solaire? Alors le mode de chauffage sur cette école, Jean-Pierre en a parlé très rapidement, on a une chaudière bois à pellet, principalement, et on a un poêle de masse en cas de pépin, en cas de pas d'électricité, en cas de nécessité d'accueillir des enfants et d'avoir chaud. On a un poêle de masse dans le préau principal de l'école qui est alimenté en bûche. Sur ce projet-là, c'est la solution qui a été prise. Après, pour les autres projets, selon leur position géographique dans la ville, on a aussi un système de géothermie. Donc le projet en chantier, on se raccorde à la géothermie, mais on a aussi développé, parce que brûler du bois, c'est pas forcément la meilleure solution non plus pour nous, donc on développe d'autres recherches, notamment sur le stockage intersaisonnier. Et là, sur notre projet, on a une cuve de 50 mètres cubes qui va être chauffée via des panneaux solaires thermiques pendant tout l'été. On stocke cette chaleur et on la réutilise dès que la saison de chauffe commence. Alors ça ne va pas durer toute la saison de chauffe, il aurait fallu une cuve plus grosse et plus de capteurs thermiques, mais on va peut-être faire un tiers, la moitié des besoins en chauffage. Là on va s'adapter, chaque projet a ses spécificités selon sa position dans la ville, le temps d'étude qu'on a, parce qu'il faut dire que ça va très très vite. Les Boutours, entre le moment où on nous a donné le programme et la livraison, il s'est passé 2 ans. Je vous laisse imaginer. Donc il faut prendre des options très rapidement, et après on ne peut plus vraiment, on ne peut pas tergiverser. Et les prochains projets sont sur les mêmes rythmes, donc c'est sportif. Merci beaucoup. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez vu dans la base de données construction 21, il y a déjà un bâtiment avec le stockage intersaisonnier, c'est la résidence étudiante. Donc voilà, j'imagine que vous l'avez déjà repéré. Effectivement, ça a l'air assez prometteur. Moi, j'avais une question qui était, donc c'est absolument extraordinaire tout ce que vous faites. D'où vient l'impulsion au départ? Est-ce que j'imagine, c'est le maire ou les élus de la ville qui ont cette politique très pushy depuis une dizaine d'années, visiblement, c'est ça? D'où ça vient? Alors, il y a une chose toute simple, hein. On est une commune. Notre devoir, c'est de conserver le bien public. Et puis tant qu'à faire, de
de le maintenir et de le compléter. Donc la moindre des choses, c'est de ne pas gaspiller les ressources de la planète. Donc pour nous, c'est évident. Après, on est accompagné. Ce service a été créé parce que ça nous permettait aussi à la ville de répondre très rapidement aux besoins d'accueil scolaire auxquels il devait faire face. Et nous, on a apporté en plus cette réflexion sur l'éco-construction. Voilà. Et tout ça fait un ensemble cohérent qui nous permet de perdurer et de continuer notre démarche. C'est un mix. Voilà. C'est vrai que l'équipe est très force de proposition par rapport aux demandes des élus pour apporter tout ce volume-là qui va bien au-delà de ce qui est peut-être initialement demandé, quoi, en tout cas. C'est d'autres questions? Juste pour poursuivre sur la question de Mme Pape, finalement en France, combien de communes fonctionnent sur votre schéma? Vous sauriez que les 66 000 communes de France, combien sont comme Rodin? J'en ai aucune idée. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de communes qui viennent nous voir. Donc on a bon espoir d'essaimer et de voir plus de projets de cette réflexion-là se développer. Il y a deux volets dans la question. Il y a quand même des communes qui sont organisées comme vous, c'est-à-dire avec la maîtrise œuvre interne pour des projets assez importants, pas que pour des petits projets de régie. La ville de Nanterre, la ville de Rueil-Malmaison, il y en a quelques-uns, Sevran, voilà. Chez EcoPlus, on se dit qu'on va peut-être faire un événement là-dessus, parce qu'en fait, le mode d'organisation permet d'atteindre certaines performances, en tout cas en partie. Et il y a une vraie réflexion sur comment on s'organise en fait, pour atteindre. Est-ce qu'on fait de la conception-réalisation? Est-ce qu'on fait de la maîtrise interne? Est-ce qu'on fait du PPP? Est-ce qu'on fait de la loi MOP? Est-ce qu'il faut changer de plan? Tout ça, ça bouillonne aujourd'hui. Donc voilà, c'est une vraie question. Et après, il y a les ambitions environnementales, quel que soit le mode d'organisation. Et c'est vrai que c'est des projets qui font école. Nous, c'est des projets qu'on voit passer EcoPlus avec la démarche bâtiment durable francilien, où on suit des opérations jusqu'en phase d'exploitation. Et typiquement, on a plein de demandes de nouveaux projets construits d'écoles qui ont vu passer le projet des Boutours lors d'événements publics. Et on sait que ça les a boostés, en fait, pour réaliser, pour mettre le curseur au niveau d'ambition. Donc, c'est clair que vous faites école, c'est sans jeu de mots, sans dire référence, c'est-à-dire que chaque projet va, lui, fixer ses ambitions. On va pas tous forcément faire de la paille porteuse. En revanche, ça dynamise d'autres équipes, d'autres collectivités territoriales quand on voit l'approche que vous avez à Rodi. Et ça, c'est un cercle vertueux. On est déjà dans la boucle très très intéressante. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Concernant ce projet de passif, est-ce que concernant les enfants et les parents, ont-ils des réticences à mettre leurs enfants dans cet établissement ou d'autres inconvénients? Ou avez-vous eu des inconvénients lors de ce projet, autre que la perception? Non, il n'y a pas d'inconvénient. Je dirais que les Boutours est une école assez demandée. Du fait, elle est neuve. Et malheureusement, Rosny-sous-Bois a beaucoup d'équipements qui datent des années 60, qui nécessitent beaucoup de réhabilitation maintenant. Et ça fait partie des programmes qui vont arriver dans les années là, qui viennent. Je ne crois pas avoir entendu qui que ce soit me dire je ne veux pas mettre mon enfant dans cette école. J'ai pas eu de retour de ce point de vue-là. C'est plutôt l'inverse. Juste une petite anecdote. Moi, je suis pas parisien, donc quand je travaille ici, je vis chez l'habitant. Et la dame chez qui j'héberge, au début, elle disait ici. Je lui ai dit, mais je viens. Oui, je suis ici parce que je construis des écoles en paille à Rosny. Il faut regarder l'air de dire, mais c'est qui cet homme-là? Et puis après, quand on a construit, et dans son cercle d'amis, les gens parlaient entre eux. Et elle disait, ah, mais c'est bien en fait, c'est intéressant. Donc,
je crois qu'il y a on a souvent l'impression que les gens sont assez fermés, mais c'est quand on fait quelque chose et qu'on leur met sous le nez, ils disent bah non, finalement c'est bien quoi. L'inconnu fait peur, mais une fois qu'on a fait quelque chose de physique, je sais pas, avec la nature humaine, c'est beaucoup plus facile à appréhender. Question si on a le temps. Tout ce travail que vous faites sur les équipes, enfin sur les écoles, est-ce que vous avez l'impression qu'il fait des petits entre guillemets auprès d'autres projets immobiliers dans la ville autour? En tout cas, est-ce que ça incite d'autres maîtres d'ouvrage privés, publics ou privés, à vous imiter, ou est-ce que ça donne des idées aux autres? Alors, clairement, vous mettez le doigt sur quelque chose. On incite les promoteurs privés à regarder plus loin. Mais il y a un vrai clivage pour moi, en tout cas, je vais parler en nom propre, entre ce qu'on fait en promotion privée et ce qu'on peut faire avec une collectivité. On n'est pas du tout dans la même... collectivité n'est pas là pour une rentabilité, pour une marge, pour faire de l'argent. Pour l'instant, je pense que c'est très difficile. Je suis sûre qu'il y a des exceptions en promotion privée, mais j'en connais pas beaucoup, enfin pas suffisamment pour que ça... Dans la ville de Rosny, dans certains programmes, on va exiger maintenant soit un label PDF, qu'ils atteignent au moins un niveau argent ou or. On va essayer de pousser la promotion privée. Mais ils savent nous tenir à distance aussi s'ils veulent. C'est pas gagné encore. On a un cas d'école sur la ville de Rosny, dans la ZAC Coteau-Beauclerc, là, qui est géré par un promoteur privé, où lui construit une école qui va revenir à la ville, mais elle est construite par le promoteur, et il construit aussi des logements. Ça va passer, ça passe déjà en bâtiment durable francilien, on va déjà vous passer en phase conception. On regarde ça avec grande attention pour justement qu'ils soient au bon niveau. Et ils seront sans doute jamais au même niveau parce qu'ils sont peut-être pas animés par la même dynamique. Mais petit à petit, nous on croit au fait que projet après projet, on peut les amener déjà à changer de ligne. Et donc on va voir. On a un cas d'école là, et on les a sous la main, donc on travaille déjà avec eux pour les faire un peu penser différemment. Et bien s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.